Monsanto. On explique comment Monsanto est en train de prendre la main sur l'ensemble de l'agriculture mondiale. Comment Microsoft ou Google sont en train de prendre la main de manière unilatérale sur l'information au niveau mondial. Comment Boeing et Airbus, il n'y en a plus que deux déjà, des compagnies aériennes, ont le monopole au niveau mondial, etc., etc., etc. Même pour l'essence, hein. Total, c'est la 5e plus grande compagnie mondiale de pétrole. La première, Texaco, peut-être on la connaît même pas parce qu'elle n'est pas présente ici en France. Voilà, mais c'est déjà plus que 4 ou 5 groupes mondiaux qui maîtrisent le pétrole, quoi. Et donc l'autre monde qui s'offre à nous, c'est donc un monde où on aura réussi à imposer une alternative qui fasse que le monde soit donc autonome sur des petits territoires au niveau énergétique. Parce qu'une bataille va se lancer. C'est déjà commencé avec la crise économique, puisque la crise énergétique va suivre sans transition la crise économique, c'est sûr. Sans transition, il y a donc un rapport de force qui va se créer, qui va donc opposer cette tentative de capitalisme mondialistique monopolisé s'installer là, ce qui est déjà en train de se mettre en place, hein. La France est en train de relancer le nucléaire, à fond les ballons. Il y a actuellement un hold-up de la part des tenants de toutes ces multinationales au niveau mondial, à travers le mécanisme des banques, les 1000 milliards qu'on leur donne. Encore aujourd'hui, la une de journal que tu me montrais, là, je peux le dire. Là, donc les 1000 milliards qui étaient affichés. Ouais, 5000 milliards. 5000 milliards. C'est des chiffres qui dépassent l'entendement. Mais de toute façon, on va s'organiser aussi face à ça, quoi. Et il est fort possible de toute manière que dans une 4e phase, ce monde-là finisse par gagner. Parce que, de ce que j'ai lu moi, il est fort probable qu'à un niveau donné, l'État ou Monsanto ou qui que ce soit n'ait même plus assez d'énergie pour faire régner l'ordre au niveau mondial. Vous comprenez bien qu'il faut quand même payer un paquet de militaires et de policiers et de matériel militaire pour maintenir l'ordre dans un monde en déliquescence dans lequel il y aura des émeutes venant d'une part de plus en plus grande de la population. Donc puisque cette énergie ne sera même plus suffisante pour maintenir l'ordre au niveau mondial, même ces multinationales ne pourront plus exercer leur pouvoir au niveau mondial. Peut-être ils le feront durant la 3e phase, mais il y aura de toute façon une 4e phase où nécessairement nous serons dans un autre monde. Tout l'enjeu, c'est d'amortir ce choc, c'est d'arriver le plus vite possible dans cette 4e phase, si possible en évitant la 3e, voire la 2e. C'est déjà trop tard. Donc là, je vous ai donné à peu près les solutions au niveau individuel. Au niveau mondial, le Club de Rome, en 1972, peut-être que vous avez entendu parler de ça, a commandé un rapport à une équipe de chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, le MIT, commandé par un monsieur qui s'appelait le rapport Meadows, monsieur Meadows, autrement appelé le rapport Halte à la croissance. Donc ce sont des mathématiciens qui ont fait de nombreux modèles pour voir comment pouvait évoluer notre civilisation au XXIe siècle. Ils ont fait de nombreux modèles en modifiant de manière conséquente toutes les variables, la population, l'énergie, le climat, voilà, puis beaucoup d'autres et j'en passe. Et dans un grand nombre de cas, ce modèle sombrait corps et bien. Donc le modèle économique et le modèle politique, qui signifie la démocratie et le libéralisme, qui vont donc ensemble, qui soutiennent et tendent une seule et même idée qui est cette religion de la technoscience. Donc, ils sombraient pour deux raisons, soit l'épuisement des ressources naturelles, soit un excès de pollution. Ils ont refait leurs études en 92 pour le sommet de Rio. Donc, tout le monde connaît le sommet de Rio, hein, pour les protocoles. Et donc ils ont dit que les premiers effets de l'épuisement des ressources, ce serait 2015. Et les premiers effets de l'excès de pollution, ce serait 2040. Donc le bouleversement climatique, c'est déjà aussi irrémédiable pour avoir une première phase de dérèglement climatique. On peut encore atténuer le choc du dérèglement climatique. Et les premiers effets se feront sentir en 2040. Mais c'est déjà trop tard. De toute façon, en 2040, on aura des effets. Et moins on fait quelque chose, et plus ces effets seront violents, et plus ils seront longs. Et pour l'épuisement des ressources naturelles, ça va commencer donc dès 2015. Pour lutter contre ça, ils proposaient beaucoup de propositions, je vous en nomme deux là. La première, c'était donc d'avoir une croissance zéro,
Ce qui est impossible, hein, parce que donc la technoscience et le libéralisme nécessitent de toute manière qu'il y ait du progrès et qu'il y ait une augmentation du nombre de choses produites chaque année, de l'innovation, etc. Donc on produit tous les ans de plus en plus, donc ça c'est la croissance. Hein. Voilà, donc il disait halte à la croissance. Le deuxième truc c'était que chaque femme dans le monde n'ait que 2 enfants par femme dans le monde, pour avoir une régulation des naissances et empêcher d'être en surpopulation, donc d'avoir ces affreux effets de régulation de la population par la famine, la guerre ou la maladie. Bon, donc, on en est, la croissance, même la croissance zéro ne suffira pas. Évidemment, ce que je vous propose là, la seule chose qui est souhaitable et envisageable, c'est la décroissance. Dans ce monde, dans cette phase 4, l'énergie restante sera a priori, mais là ça va dépendre de l'organisation politique et non pas économique, elle pourra avoir 2 usages. Soit les plus riches de chaque petit territoire continuent à vivre comme aujourd'hui, pendant qu'une partie de plus en plus grande s'enfonce dans la misère, soit l'énergie qui reste, elle sert à faire fonctionner, par exemple, des transports collectifs, des hôpitaux et autres services publics. Parce que au-delà de ces effets-là, les effets qu'il faut prendre en compte, c'est plutôt l'assurance chômage, l'assurance retraite et l'assurance maladie. Ce que je n'ai pas décrit ici, c'est que pour l'instant, le système actuel, qui fait que quand nous sommes malades, nous pouvons vivre convenablement, quand nous sommes trop vieux pour assurer nous-mêmes nos ressources et notre mode de vie, c'est pris en charge par la société. Et le troisième, quand nous n'avons pas de travail, nous pouvons aussi continuer à vivre à peu près correctement. Il y aurait débat là-dessus, mais bon. Ce système-là, actuel, il est basé sur de la croissance. Qu'on le veuille ou non, tout ce système-là, qui date de l'après-guerre ou du début du siècle, il est basé sur la croissance. Et donc avec la récession et la dépression qui s'annonce, ce système va se casser la gueule. Et quand je vous le disais au début que le plus important était d'avoir un réseau social le plus solide possible, c'est que durant le choc ou durant cette transition, comment va-t-on faire pour remplacer au pied levé et un peu à petite échelle un peu bricolé l'équivalent de la sécu, de la retraite et du chômage? Et je pense que ce n'est pas ceux qui vont cultiver des patates, mais ceux qui auront un réseau social suffisamment fort pour avoir d'une manière ou d'une autre créé une solidarité suffisamment forte pour à la fois accepter de prendre en charge nos voisins ou nos amis s'ils sont vieux, s'ils sont malades ou s'ils sont au chômage, pour que cette solidarité s'exerce dans les 2 sens. Et donc on voit bien que les survivalistes, ça ne va pas tenir longtemps. Donc tout l'enjeu il est là. Tout l'enjeu il est aussi dans comment informer autour de cette décroissance nécessaire, inévitable, comment communiquer, comment diffuser des techniques alternatives de mode de vie. Et en fait tout ça, vous en avez de nombreuses en tête, c'est sûr, peut-être on peut les partager, peut-être on peut se dire concrètement et pragmatiquement comment ça marche. Et donc tout ça, comment survivre dans un monde sans énergie, comment s'organiser au-delà de l'échelle individuelle, comment s'organiser collectivement, quels peuvent être les moyens à la petite échelle collective pour se battre. À l'échelle nationale, il y a aussi des choses à faire. La Suède, par exemple, je vous donnerai juste cet exemple-là, elle a mis en place une politique il y a déjà 10 ans pour s'affranchir du pétrole. Elle a par exemple décidé qu'en 2020, il ne fallait plus qu'il y ait aucune voiture qui ne roule que au pétrole en 2020. Il fallait que toutes les voitures roulent au moins, si elles roulent au pétrole, aussi à l'électricité, ou à l'huile, ou à autre chose, quoi. Ils ont décidé autre chose, c'est que l'isolation des maisons individuelles, elle était offerte par l'État. Que pour garder la paix sociale, il fallait offrir à tous les particuliers les moyens de se chauffer pour éviter des hécatombes l'hiver. C'est la Suède, hein, c'est peut-être pas la France, mais même en France, si des gens n'arrivent plus à se chauffer suffisamment et au bout d'un moment n'arrivent plus à se chauffer du tout, voilà, combien de morts va-t-il y avoir en France? Donc là, on l'a vu en Yougoslavie, pendant la guerre, les gens abattaient les arbres, ces arbres-là, pour se chauffer ici et là. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a vu concrètement en Yougoslavie dans les années 90. C'est ce qui risque de se passer s'il n'y a pas une politique extrêmement volontariste pour isoler les maisons. On va tous se chauffer au bois à l'arrache, quoi. Donc c'est aussi cette ampleur-là qu'il va falloir prendre en compte. Ça se fait toujours. Ça se fait toujours, ouais. À Tours aussi, ouais, bon bah d'accord. On peut encore se chauffer au bois, ça se fait encore.
et même de manière très bien, on va dire, parce que on a plein de forêts qui repoussent en France parce qu'on fait attention, n'est-ce pas, un peu, il y a des gens qui commencent à faire attention. Et si on parle du chauffage, plus que de l'isolation, est-ce qu'on pourrait aussi parler des énergies renouvelables qui sont, je pense, quelque chose qu'on ne peut pas éviter. On aura une activité qu'on ne peut pas négliger aujourd'hui. On commence à avoir, n'est-ce pas, cette science, excusez, pas encore une hérétique. Mais on connaît, aujourd'hui, on a un certain nombre de moyens scientifiques nous apprennent qu'on peut chauffer autrement qu'au pétrole, au fût et au feu. Et je trouve ça dommage si on n'en parle pas. Mais il y aura un atelier de 3 heures, du coup, c'est ça que j'annonçais, dimanche, pour parler de tout ça. Mais effectivement, donc je dis bien parce que ça, c'est la 4e truc de la Suède. Donc le 3e, donc sur l'isolation, ça c'est offert. Le 3e, ça c'est le 4e, ce que tu dis là, sur les énergies renouvelables. Le 3e, c'est d'installer un chauffage central dans tous les bâtiments publics. Ça se fait en Russie, mais plutôt de chauffer avec de l'électricité, ce qui est complètement débile en rendement énergétique. Ils ont installé des chauffages centraux partout, ce qui économise une quantité incroyable d'énergie. Et le 4e truc, c'est d'investir massivement dans les énergies renouvelables. La Suède utilise aujourd'hui 30 à 40% de son électricité est faite de manière renouvelable. Dans le monde, actuellement, 80% de l'électricité, c'est charbon, gaz, pétrole. Sur les 20% qui restent, on a 8,5% c'est le nucléaire, 8,5% c'est l'hydroélectrique, donc les grands barrages. Et il reste 1% tout au bout, là, c'est les énergies renouvelables. Donc l'éolien principalement. Ça laisse penser qu'il n'y a rien à faire avec le renouvelable. C'est parce qu'on investit très très peu. Donc 99% elle est faite autrement que tout ça. Mais la Suède ou le Danemark démontrent qu'il est possible, en investissant massivement dans des énergies renouvelables, d'assurer au moins 30 à 40% d'électricité actuelle. Donc ça permettrait de maintenir tous les services publics et tout ça, quoi. Donc si on s'organise, on peut gagner ce rapport de force, et donc ça peut être un monde tout à fait vivable. Et pour conclure, donc dans cette phase 4, mais même dès avant, ce que j'appelle là, ce que j'appelle à créer, c'est donc un monde qui soit autonome en nourriture, autonome en énergie, avec une économie relocalisée, ou peut-être même en autarcie, ou quasi en autarcie, avec un transport des marchandises qui se sera pratiquement interrompu, mais avec l'énergie qui reste, où les humains par contre pourront toujours encore plus se déplacer, peut-être un monde où les multinationales, où les méchants capitalistes et tout ça, la police et l'armée, n'auront plus les moyens de maintenir un ordre et une sécurité sur le territoire. Donc une autonomie aussi certainement locale au niveau politique. Et donc ce monde décroissant, l'organisation politique qui va avec, et je commence à chercher sur ça, c'est l'organe politique défendu par Gandhi, qui dit que c'est le seul moyen de maintenir une sorte de démocratie non violente par la décroissance. Donc face à ce capitalisme mondialisé monopolistique, cette organisation politique qui devrait découler de cette organisation économique, donc celle que j'appelle à défendre maintenant que je m'y intéresse, ça s'appelle l'anarchie. Merci beaucoup. Donc je parlais des autoréductions de loyer, tu parlais des énergies renouvelables. Il y a énormément de systèmes à l'échelle individuelle ou collective qui existent, de nombreuses expériences de lutte, de résistance, des témoignages. Et donc pour tout ça, pour approfondir ça et voir à quel point on est déjà au point, et à quel point les médias n'en parlent pas, mais à quel point nous sommes solides, je vous invite tous donc, pour l'atelier qui suit cette conférence, qui aura donc lieu dimanche de 14h à 17h ici même. C'est ça l'orga ? Bon, il n'y a pas d'orga, donc ça doit être ça. Donc, dimanche 14h, non 16h, hein ? Dimanche 16h ici pour faire la révolution et installer l'anarchie dans notre monde capitaliste. À dimanche !